Euh, alors tout ça, évidemment, induit chez moi pas mal d'associations liées à mes pratiques. Plusieurs années en service de néonatologie à l'hôpital d'Evry, parallèlement aux prises en charge d'adolescents, et au COFI, où j'avais le plaisir de croiser Michel Soulet chaque semaine. La consultation en filiation pour recevoir des couples de demandeurs d'adoption et ceux qui avaient déjà adopté et qui rencontraient des difficultés ou en tout cas des questions sur leur parcours de parents. Et puis, c'est plus lointain, au tout début des séquences, c'est en particulier le premier à Bicêtre où j'ai eu la chance d'être sollicité par le professeur Georges David à l'époque pour essayer d'éclairer une question qu'il se posait concernant le don de sperme gratuit, anonyme, qui était institué alors dans les années 70 par rapport à ce qui se passait avant comme pratique, à savoir, mais qui sont ces donneurs? Donc j'en ai rencontré, qu'est-ce qui les motive? Parce que le bébé vient de se retourner et il est moins virtuel pour moi. Ah là, il n'est plus du tout virtuel. Il vient tout de suite. Et donc, il y avait là des interrogations, et j'ai pu rencontrer un bon nombre, une bonne centaine, ainsi que des couples demandeurs d'insémination artificielle avec donneurs. Voilà, c'est tout ça qui me fait, du coup, penser à plusieurs éléments. Et puis, la pratique avec les adolescents, qui est ma base clinique la plus habituelle, et je sais combien, avec Alain Braconnier, et parfois tu t'es venu aussi faire une conférence à la clinique Georges hier à l'époque sur les liens entre bébés et adolescents, ce sont des questions qui t'intéressent. Et je trouve que vraiment on retrouve autour de la puberté une relance de ces enjeux que tu viens de décrire autour de l'attente d'un bébé, avec ce décalage qu'il peut y avoir entre ce qui avait été rêvé de l'adolescent à venir et de ce qu'il présente comme contour, comme comportement, comme potentialité visible, qui peuvent être évidemment très éloignés de ce que les parents avaient rêvé jusqu'alors. Donc là, je trouve qu'il y a aussi évidemment des enjeux assez similaires, en tout cas évidemment modifiés par l'âge, mais qui sont assez similaires tout de même. Alors moi j'aurais aimé réagir à l'envers, c'est-à-dire là, on parle le sujet que tu as abordé, qui était l'enfant virtuel de l'adolescent. Moi, j'aurais aimé aussi voir ce que tu pouvais nous dire des parents virtuels. C'est-à-dire que, vu du côté de l'adolescent, on connaît ça dans le développement habituel de l'adolescent, sa manière de se construire un roman familial, de se raconter une histoire sur sa filiation, sur ses vrais parents qui seraient évidemment tout autres que ceux dont il dispose, dont la banalité est affligeante par rapport à ceux qu'il espère retrouver un jour, mais aussi pour les parents dans l'adoption. Les parents dans l'adoption. Parce que les parents dans l'adoption, qu'est-ce qu'ils se représentent et qu'est-ce qu'ils imaginent des parents dits biologiques de l'enfant qu'ils vont adopter. C'est extrêmement important, c'est un autre sujet. C'est un autre sujet. Non, je sais bien que c'est un autre sujet, mais c'est un contrepoint qui peut-être peut aussi éclairer ce que tu as apporté. Et je pense en particulier à la façon dont les questions se posaient dans le cadre de l'assimilation artificielle avec donneur, sur cette quelle représentation les parents qui vont concevoir un enfant ont-ils des donneurs, puisque et là je les entendais évoquer une quantité de fantasmes sur ces donneurs, et j'étais très surpris quelques années plus tard de voir certains de ces demandeurs d'insémination artificielle avec donneurs revenir, et quand je leur demandais comment ils avaient prénommé leur enfant, eh bien il y avait beaucoup de Georges, le professeur Georges David qui était l'initiateur de ces causes. C'est-à-dire à quoi accrochaient-ils une sorte d'origine de leur enfant, le donneur, le scientifique médecin faiseur d'anges, faiseur d'enfants, là en l'occurrence, et qu'est-ce qui se jouait là-dedans? Je peux dire, ah, ben, bien sûr, effectivement, ton idée est formidable. Mais c'est une autre conférence. Mais si on regarde l'idée de Sylvain, de dire que le virtuel, le contraire du virtuel n'est pas le réel, mais au contraire l'actualisation, donc le virtuel, c'est quelque chose qui peut s'actualiser. Donc la question que tu poses, c'est par exemple dans le domaine de l'assistance médicale à la procréation, comment, dans le don de sperme, c'est dans la chose la plus simple, comment le donneur peut s'actualiser dans l'enfant et dans la tête des parents.
Et en cas d'adoption, c'est moins certain. Est-ce que les parents d'origine vont s'actualiser ou pas dans l'enfant et dans la relation? Oui, oui, c'est ça. Alors, si je résumais ça de manière un peu sommaire, c'est-à-dire finalement, quid des représentations personnelles de chacun des parents, quid de l'histoire qui est racontée, parce qu'il y a l'histoire telle qu'elle est racontée, et puis il y a l'histoire qu'on se raconte, c'est pas forcément du tout la même, racontée par le couple, l'histoire officielle que le couple se raconte, qui est encore différente de celle qu'il pourra raconter à son entourage ou à ses amis, et qui peut être très différente aussi de l'histoire que l'enfant, puis l'adolescent, va se raconter de ses origines. Et l'histoire officielle que nous racontons, nous, société, sur ce qu'il advient. Et je trouve que c'est toutes ces représentations, quels écarts y a-t-il entre elles, quelles rencontres y a-t-il éventuellement entre elles? Et je pense que c'est au carrefour, dans cet espace-là, où se rencontrent ces différentes représentations, que va se construire l'histoire subjective, finalement, de l'enfant et de l'adolescent. Et que, finalement, ce que l'on peut voir dans l'adoption ou dans les PMA, c'est une sorte de... c'est une sorte de, je dirais pas de caricature, c'est pas le cas, mais ça pousse à l'extrême les questions qui se posent pour tous les couples, bien évidemment, dans la mesure où ces écarts dans les représentations, ou au contraire, ces analogies, ces similitudes vont être le socle sur lequel l'enfant va pouvoir aussi se construire et construire ses représentations de lui-même et de son origine. Merci à Bernard, merci à Patrice pour ce premier rebond. Ce qui est formidable avec Bernard, c'est que, mine de rien, il nous fait revisiter des pans entiers de la littérature, il nous amène dans ses lectures et dans ce qu'il a pu intégrer de ses auteurs, comme ça, et ça nous rend tout à fait intelligents. Enfin, j'ai beaucoup appris là, dans la première partie de la revue de la littérature, où au fond, tu évoques des objets absents que tu as intériorisés, introjectés, tu nous en fais part. C'est aussi une forme de virtualité dans la présence des objets absents. Et tu as terminé par l'absence, par l'importance de l'absence, avec cette évocation de la Joconde, comme si la place laissée vide par l'objet favorisait aussi une certaine forme de créativité, de travail de représentation. C'est-à-dire que la création du lien avec l'objet ne se fait pas uniquement sa présence, confère Fedida par exemple, sur l'objet, la présence et l'absence de l'objet, mais peut être aussi très, très stimulée par l'absence de cet objet lui-même. Il y a un mot que j'ai pas, par rapport à ça, il y a un mot que je n'ai pas prononcé, parce que je voulais m'arrêter, c'est par rapport à l'action virtuelle, c'est la question des préconceptions. C'est-à-dire que pour qu'un objet puisse être représenté, peut-être qu'il faut et chercher, il faut qu'il y ait d'abord une préconception, une base d'idée. Et puis au fond, ton idée, c'est au fond que le lien avec l'objet est investi avant même la rencontre avec l'objet. C'est-à-dire on pourrait paraphraser le terme, l'expression de Lebovici à ce niveau-là. Hein. C'est l'enfant qui est investi avant d'être perçu. C'est ce que tu veux dire. Tu dis plus vite, mais c'est pas ça. Tout à fait, l'enfant est investi avant d'être perçu, et du coup tu vas faire perdre mon idée, ça va revenir. Je trouve que ce thème de cette image que tu as proposée en rappelant l'histoire de la Joconde, c'est très fort. C'est ce qu'on connaît très bien dans les fonctionnements institutionnels, c'est ce qu'on connaît très bien dans nos pratiques cliniques. Quand on attend un patient
et un adolescent en particulier pour une consultation qui n'est pas là, évidemment la place qu'il va occuper et tout ce que l'on va pouvoir imaginer qu'il est possible qu'il lui arrive est infiniment plus riche que quand il est là, souvent. Et beaucoup de professionnels connaissent très bien la place des absents et la manière dont, dans une réunion d'équipe par exemple, celui qui est systématiquement en retard ou absent va finalement être beaucoup plus présent que ceux qui ont respecté le cadre et sont à l'heure, par exemple. Hein. J'ai retrouvé ce que je veux dire, c'est en préconception, je pensais à Bion, et je pensais aussi à toutes ces expériences et ces vidéos qu'on voit des bébés au moment de la naissance. Ils sont à peine sortis du ventre de la mère, ils sont posés sur son ventre et ils filent vers le sein. Alors, les mauvaises langues, enfin disons les langues objectives, ou scientifiques ou scientistes disent, ben oui, il y a quelque chose dans l'odeur de la mère, du lait, du mamelon qui l'attire. Bon, d'accord. Mais je veux dire, il n'a jamais vu le sein. Et il le cherche. Et Bion dit d'ailleurs, une représentation ne pourra naître que s'il y a une rencontre entre la préconception et l'expérience. Et donc il ne pourra penser le sein que quand le sein aura rencontré sa préconception, mais d'où vient cette préconception? Ça, c'est du virtuel quand même. Non? Oui, et c'est la part virtuelle de l'épigénétique, de la génétique et aujourd'hui de l'épigénétique. C'est-à-dire que la préconception, elle est présente dans la structure génétique. Il y a de la préconception, mais qui va pouvoir s'actualiser ou pas. Mais des deux côtés. Ben oui. Du côté du bébé, mais aussi du côté du parent. Les animaux nous le montrent très bien. S'ils n'ont pas pu, dans certaines espèces, flairer, lécher leur progéniture, il n'y aura pas de lien qui va s'établir. Alors, ce qui est embêtant, c'est que pour l'instant, dans le courant de cette matinée, il n'y a que des hommes qui ont parlé. Oui, j'allais le dire. Ça va changer. Ça va changer. Bon. Je peux dire juste un petit mot? Prends le micro, Sylvain. Bon. C'est-à-dire, c'est savourer avec vous trois, je te remercie évidemment chaleureusement Bernard, mais savourer avec vous trois et vous tous le focus qui se met sur l'absence. Hein? Parce que, exemple, on discute de relations à distance par smartphone ou Skype. C'est pas pareil, et à chaque fois ça demande un travail sur mesure. Mais réfléchissons à ça une seconde. La niaiserie à dire consisterait, comme les corps sexués ne sont pas présentifiés, alors les fantasmes et la sexualité sont absentes. Eh ben non. Chez les névrotico-normaux pour moyens, c'est tout l'inverse. C'est-à-dire que je pense très sincèrement, mais c'est une hypothèse que je soumets à votre acuité, que quand on se retrouve entre névrotico-normaux sur Skype, je pense que l'absence de corps co-présents dans la même pièce, avec une unité de temps, de lieu et d'action, de corps sexués co-présents, fait que probablement il y a une potentielle activation de la fantasmatique et de la sexualité infantile et de tout le tintouin. C'est quelque chose de l'ordre de ce paradoxe-là que je trouve qu'on commence à voir monter en puissance dans notre journée, et avec ce que tu nous as dit sur l'adoption, ça va très bien. Et pour nos affaires, la distinction entre relation d'objet virtuel, relation actuelle à un objet virtuel, pour moi, ça va nous servir, ça, pour donner et un exemple de relation d'objet virtuel, de LE, c'est-à-dire que c'est des parents qui conçoivent l'enfant à naître homemade, et la relation d'objet virtuel, c'est effectivement le paradigme de l'adoption. Ça va nous aider pour la suite. Je voudrais dire un petit mot pour, une fois n'est pas coutume, je ferai une petite sortie en territoire lacanien. Oui. Toi, tu viens de dire que la sexualité, la rencontre des fantasmes, etc., peut avoir lieu malgré la distance. L'absence des corps sexuels. L'absence des corps sexuels. Co-présent. La distance spatiale. Et quand Lacan dit il n'y a pas de relation sexuelle, ça veut dire que dans la rencontre concrète des corps, peut-être chacun est quand même en lien avec le virtuel de l'autre. C'est symétrique.
Mais alors, on pourrait, si on prolonge ça, on ne va pas le faire trop longtemps, là, parce qu'on va faire une pause, mais si on prolonge ça, on pourrait se dire que finalement, ça pourrait être la façon dont un sujet humain rapporte son expérience dans les relations dites virtuelles serait un indicateur diagnostique, quasiment. Il y aura les néotypes dont on parle, pour lesquels ça pourra quand même avoir vraiment quelque chose d'important, du poids, du sens, et puis les autres pour lesquels ça c'est pas tout à fait un diagnostic DSM, mais qu'est-ce un tout cas c'est intéressant sur le plan psychopathologique. Eh oui. Je ne sais pas si Lise vous a besoin, mais t'es là, Lise. Enfin bon, c'est. Bonjour Lise. Elle bosse là-dessus, Lise, sur la présence. Voilà. C'est la psychopathologie de la présence. C'est ça, exactement. Donc on va y revenir cet ça aussi, après-midi. c'est la philosophie aristotélicienne. Enfin, il faut aller chercher dans la philosophie, parce que c'est vrai qu'en psychopathologie, la présence n'a pas ses lettres de noblesse. Et puis en train de pour charger. Pas encore, voilà. Voilà.